jour, là, nous sommes donc le 1er août 2008. Nous sommes reçus par Elvira Berndorf. Et nous sommes également avec son voisin, dans la même rue, Vasco de Gama, notre cher Daniel Kubzik, qui est également mon jumeau. Ouais. C'est-à-dire qui est né la même année, le même mois, le même jour que moi. Et vous voyez, on est vraiment des jumeaux cosmiques. Alors, Elvira Berndorf, on a dû se rencontrer il y a plus de 30 ans. C'était à l'époque... vous pouvez me resituer, parce qu'après tout, vous avez peut-être plus de souvenirs que moi. Comment vous vous souvenez de nos premières rencontres? C'était dans quelle occasion? Eh bien, je suis venue à l'astrologie par Francesco Waldner, ah oui, un grand astrologue qui habitait Rome. Oui. Et, qui écrivait dans Paris Match, ou je sais pas quoi. Qui écrivait les horoscopes et tout. Et à un de mes passages à Rome, je suis allée le voir. Alors, il m'avait dit beaucoup de choses, très très étonnantes. En 5 minutes, il m'a situé ma vie et ça m'avait beaucoup frappé. Et puisque de toute façon, j'étais très attirée par l'astrologie, il m'avait dit, je vous vois assez en astrologue, alors achetez-vous tous ces livres-là et il va falloir que vous vous y mettiez, parce que je vois que vous avez tellement d'intérêt, comme ça, sinon... C'était en quelle année? Oh, ça fait très longtemps. Je ne sais plus exactement l'année. Ah non, avant, bien 60, avant. 60, dans les années 60. Oui. Oh, même avant. Parce que regardez, là je figure dans un Vogue. Et je figure parmi des femmes qui ont créé la mode de ces années. Attendez, vous êtes où là dans Vogue? Je suis dans Vogue. C'est moi-même là, avec Catherine Deneuve et... Voilà. Celle qui a le truc rouge? C'est vous? Non, ah oui, non. c'est ça. Voilà, regardez. Et alors, ça c'est Elvira Berndorf. Tout ça avec l'astrologie, ça s'est déjà fait avant. Alors, je vous ai préparé 2-3 choses. Par la suite, j'étais dans la mode et un jour, j'ai pris l'appareil et j'ai commencé à faire des photos. Et si bien que... je suis sur la couverture de tous les journaux de photos, de la photo professionnelle. Dans quel sens, couverture? Et à l'intérieur... Où est-ce que vous êtes sur la couverture? Eh bien, c'est moi sur la couverture. Ah oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Ah, oui. Et, donc vous avez fait la photo à la fois comme modèle? Oui, avant je l'ai fait comme modèle. Vous étiez d'abord modèle? D'abord j'étais modèle, voilà. Et voilà donc Elvira Berndorf sur la couverture, voyez-vous, très, très saillant, très sexy. Et par la suite, j'ai eu des photos dans toutes les revues de la photo professionnelle. Vous avez bougé là. Et comme j'étais pas moche, on a toujours tenu à avoir une photo nue, voilà. Ah oui, vous êtes la femme, la vamp. Vous êtes la vamp. En Vénus. Les vamp. Voilà. En Vénus. Et donc, j'ai fait des voyages pour Marie-Claire, pour Vogue, pour elle. Alors c'est vous là sur la photo? Non, je plaisante, ça c'est pas moi. Oui. Mais c'est donc, il y a toujours 6 ou 8 pages, on donne à un photographe pour présenter son œuvre. Donc j'en ai des tonnes de ça, j'ai préparé un petit peu pour situer, voilà. Ça c'est en Pologne. J'ai exposé à la Nikon Gallery, à la Pentax Gallery, à Londres, à Paris, à New York, partout jusqu'au Tokyo. Et ça c'était une vie très 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 mouvementée, mais c'était pas la photo de mode que je cherchais, c'était plutôt la recherche spirituelle aussi, la recherche de la beauté et de la spiritualité. Si bien que j'ai rencontré des chamans, j'ai fait beaucoup de stages chez les bouddhistes, et donc ça m'a donné beaucoup de qualité de la vie, parce qu'une vie qui est seulement athée, ou même juste prier le petit Jésus comme ça ne me convenait pas. Donc je suis en train de lire votre notice qu'on avait mis dans le guide astrologique. Je crois que c'est vous qui l'aviez d'ailleurs rédigée.
Oui, vous aviez demandé à tout le monde de faire un petit peu. Donc je vois que vous avez fait un film sur Jean Carteret ou un reportage photographique sur Jean Carteret. Dont je vous ai donné les photos. Voilà, c'est ça. Donc vous les avez plus. Enfin. Oui, je vous avais donné tout mon fond. Oui, j'ai gardé tout ça. Oui, d'ailleurs on va aller. Ils font vraiment miracle aujourd'hui avec les appareils. Regardez, un petit fil, une petite boîte. Bon, vous nous prévenez. Non, c'est. Il faut. Bon. Alors, donc, vous avez, parmi vos sujets, vous avez filmé des astrologues. Non, j'ai pas filmé, j'ai photographié. Vous avez photographié des astrologues, c'est dommage que vous n'ayez pas filmé d'ailleurs. Vous avez photographié des astrologues. Est-ce que ça présente un intérêt particulier de filmer, de photographier des astrologues? Je faisais ça au titre pour, comme des nuages autour de ma vie. Oui. Où j'allais chez les chamans. C'était un reportage où moi j'étais au centre. C'était pas pour glorifier les autres, les têtes des autres. Un côté ethnologique. Oui. D'ailleurs, c'était pour mon propre chemin. Oui. Mais toutes ces photos concernant les congrès des MAU où j'ai pu participer, je vous l'avais donné parce que je me suis dit ça va vous servir beaucoup mieux que moi. Enfin, maintenant on est passé à la télévision et à la vidéo. C'est vrai que c'est plus vivant. Vous n'avez jamais filmé des... Non, je n'ai pas filmé. Vous n'aimez pas le son. Vous faites seulement... vous êtes dans le muet. Je suis un visuel et je m'exprime par la peinture. Toutes les peintures que vous voyez, c'est moi qui les ai faites. J'ai fait donc... vous pouvez filmer un petit peu. J'ai fait donc les Beaux-Arts et en Autriche et ici à Paris. Et c'est pour un peu sauver la vraie peinture que je suis restée dans ce style-là, parce que le gribouillage et les choses trop contemporaines, c'est tout à fait un autre esprit. Alors, donc le corps joue un rôle important dans votre peinture apparemment, le corps. En ce moment, je travaille à ça. Voilà. Excusez-moi, arrêtez là. Inspiration, vous disiez que vous étiez contre la peinture abstraite, c'est ça? C'est-à-dire, je ne suis pas contre... Il faut passer par des cycles. C'est une vie interne. C'est comme quelqu'un qui commence à faire quelque chose, c'est plutôt ce que l'on laisse venir par soi-même. Je passe par des cycles. Tantôt c'est comme ça, tantôt c'est moderne, tantôt c'est pour se reprendre une force pour les volumes ou pour les couleurs. Ça a un intérêt particulier. Mais quant à l'astrologie, vous m'aviez demandé comment je suis venue par l'astrologie. Et alors, c'était par Francesco Waldner et par suite par André Barbeau que j'ai été voir. Parce que j'avais un très grand chagrin d'amour et André Barbeau m'a dit « Écoutez ma petite, vous laissez tomber tout ça parce que vous méritez mieux. Achetez-vous les livres de l'astrologie. » Il m'a dit pareil comme Francesco Waldner. Et il y a quelque chose avec mon Uranus qui me prédestine pour être bien avec l'astrologie. Et alors dans mon désespoir finalement, j'ai acheté tous les livres de les éphémérides et autres choses, et j'ai découvert Astroflash parce qu'on ne tombe pas du ciel avec les calculs. Et alors je travaillais pour le départ, je travaillais avec les calculs faits par Astroflash, et c'est déjà la base, on ne peut pas se tromper, ça c'était vraiment très bien. Et par la suite, j'ai visité presque tous les congrès, et j'ai écrit tout ça et ça n'a pas tardé que je vous ai rencontré. Oui, donc parlez-nous, alors vous êtes les congrès non seulement en France, mais même en Allemagne, en Autriche. Absolument, j'ai fait avec Jacques Heilbronn de MAU, avec le docteur Baldur Ebertin de Stuttgart. J'ai suivi un peu avec Madame Wangemann, Edith, que vous connaissez, les séminaires. Et ensuite, pendant des années, j'ai travaillé avec le professeur Arnold Kaiserling, qui a écrit des livres. Oui, qui habite à Vienne. À Vienne, avec une ouverture philosophique. Oui, parce qu'il y avait aussi Manfred Kaiserling. Oui, il avait aussi un frère qui est astrologue. Oui, mais lui, Arnold, il est venu chez Émilie Deloy-Tavenot, une grande professeure de yoga à Paris. Et c'est elle qui l'a fait venir 2 fois par an. Oui. Et nous avons non seulement fait l'astrologie, mais c'est un philosophe. On a fait le I Ching, on a fait la numérologie, on a fait le tarot. C'est-à-dire, on a fait tout l'ésotérisme d'une vue un peu, disons, pas spiritiste. Parce qu'Arnold, il est quand même professeur et
il nous a apporté vraiment beaucoup. En plus, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt dans les livres de Hubert, Louise et Bruno. Oui. Voilà. Et je suis allée à Londres aussi. Et après... à Londres? Oui, il y avait Stan Groff qui est venu des États-Unis, qui a donné des séminaires. Et aussi, on a fait beaucoup de séminaires au château de Chamarande. Oui. Et là, j'ai travaillé avec Swift Deer, qui est une peau rouge d'Arizona, et avec la panthère noire du Pérou, qui s'appelle Juan Camargo, et avec le tigre, qui s'appelait Michael Harner des USA, qui est un personnage très intéressant, parce que il est allé même en Sibérie chercher les chamans les plus anciennes pour les rituels, pour toutes ces choses-là. Et il en a trouvé pas mal du tout. Et alors ça fut toutes les années folles du chamanisme au château de Chamarande à Paris. Il y avait aussi un chaman de peau noire et les hyènes, avec lequel, avec Swift Deer, on est allé en Afrique pour voir aussi les astrologues de terre, comment ils jettent les choses et comment ils font les choses. Alors, j'ai vraiment fait tout le tour de tout ce qu'on peut mettre la main dessus pour m'imprégner de la recherche humaine, de l'être qui regarde le ciel et qui veut savoir comment ça se fait entre terre et ciel. Vous connaissez vous aussi la géomancie normalement, à l'université en France, la géomancie a été très appréciée, plus que l'astrologie même à la limite. Robert Jolin a écrit un livre sur la géomancie. Alors, qu'est-ce que... Oui, je l'ai, Jolin. Oui, voilà. J'ai suivi et ses cours. Nous nous sommes rencontrés justement à Paris 7 dans le cadre d'activités qui dépendaient un peu de Robert Jolin. Ouais. C'est lui qui a introduit l'astrologie, la géomancie dans les études universitaires. Oui, je suis allée même chez lui à la maison et son épouse, très gentille, elle m'a fait un beau cadeau, une grosse louche sculptée main africaine. Je l'ai encore dans ma cuisine. Alors, attendez, je vais faire participer. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu des travaux de Jolin sur la géomancie, M. Kubzik? J'ai reconnu quelque chose dont il parlait qui était assez surprenant parce que sur l'identité que j'avais un peu de points communs avec le fait qu'il parlait de pipi. Je ne sais pas exactement en quoi ça consistait, mais sur son livre sur la géomancie, il parlait beaucoup de ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il avait participé avec des personnes des USA, je crois, à ce sujet-là. Non, mais sur la géomancie en particulier. La géomancie en particulier, c'était les traces avec les cailloux sur le sable, etc. C'est des traces que l'on... C'est un tirage, la géomancie. Ouais. On fait vous savez tirer, vous savez faire des tirages géomantiques? Voilà, on le fait, la grande fortune, la vie, la petite fortune et toutes ces choses-là, oui. Et pour vous, l'astrologie et la géomancie, c'est à peu près la même chose? Vous voulez distinguer Écoutez, en ce moment, je suis sur ça. Ça, c'est très intéressant également. Oui. C'est le lo shu, une chose dans le feng shui. Le feng shui, il est plutôt connu pour les courants dans l'appartement, mais c'est le feng shui de la personne. Et toutes les 9 ans, ça change. Ah oui. Et chaque l'être qui est né dans la 5, la prochaine année, il est sur le 6, sous l'influence de la 6, de la 7 et de la 8. Et ça fait un mouvement spécial. Ce n'est pas vraiment n'importe quoi. C'est deux formes, le yin et le yang, superposées, de laquelle l'être va dans un rythme de toutes les 9 ans. À nouveau, on rentre dans la case en question, mais on a 9 ans de plus. Donc, on a des chances de plus, les mêmes, qui se présentent selon cette case-là. Et le 5, c'est la fontaine. Tout le monde... Et alors, vous êtes actuellement... on ne traverse pas le même chiffre tous, c'est individuel? C'est-à-dire, chacun voyage dessus selon sa forme, selon sa naissance. Oui. Parce que eux, ils donnent aussi, c'est comme les Chinois, ils donnent
à l'année une empreinte. Donc j'utilise l'astrologie chinoise, l'empreinte sur l'année, tout comme la nôtre, elle est sur le mois, c'est déjà diversifié là-dedans. Donc on peut affiner, on peut peaufiner les choses. Mais vous serez étonnés, les grandes tendances, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est vraiment... Alors j'ai trouvé ça, c'est tout nouveau. C'est une forme de numérologie en fait. Et non, pas du tout. Enfin, pas du tout. C'est-à-dire... on arrive quand même à avoir un chiffre pour une année. Au lieu de dire ABC, ils disent 1, 2, 3. Oui. Et il faut que ça ait un nom. Mais ça plutôt... ça se réfère au I Ching plutôt. Oui. Mais chaque chose oui, voilà. est la relation avec les I Ching. Oui. Et les I Ching, ça c'est vraiment, vraiment très bien. C'est vrai qu'en astrologie, vous n'avez pas la même chose. Parce qu'en astrologie, vous ne pouvez pas dire qu'une certaine année est marquée par un symbole. Voilà. Ça devient très compliqué. C'est pour ça que l'astrologie est souvent concurrencée par la numérologie ou par le feng shui. C'est-à-dire, il faut savoir que le tout n'est pas dans une chose, parce que le tout est trop grand, il est partout. Et alors, il y a une concentration plutôt logique là, il y a une concentration plus poétique là, il y a une autre concentration. Alors, il faut voyager entre toutes ces choses qui se soutiennent finalement. Et donc, au fond, vous préférez peut-être pour la prévision, vous faites de la prévision astrologique? C'est-à-dire, je ne m'intéresse pas tellement à faire la prévision. Ce qu'il m'importe, c'est de savoir comment ça marche derrière le grand rideau du ciel. Comment Dieu il a conçu tout ça. Comment ça marche. Ça me suffit. Je ne suis pas non plus, comme j'étais dans la mode, j'étais bien obligée parce que j'ai eu un enfant et un mariage très tôt, donc je n'ai pas pu faire des études. Et comme j'avais une soif de la vie et une soif d'études, je me suis dirigée tout après vers toutes ces choses-là. Et je n'ai jamais été employée, je n'ai jamais eu un chef. J'ai voyagé parce que mon soleil 29 du Poisson, heureusement attiré par 5 degrés Mars au Bélier, c'est-à-dire je suis complètement self-made man, voilà. Et j'ai donc, si vous voulez, peut-être la chance et le bonheur d'avoir des signes positifs un peu près partout, avec un excellent Saturne. Avec Saturne, avec Vénus, ça me fait le travailleur de la main pour la forme, pour les couleurs et tout ça. Donc, je me retrouve exactement très, très, très heureuse en présence de tout ce que j'ai pu apprendre. J'ai aussi fait un DEA en art, ici à Paris, et avant, j'ai fait un master en psychologie et en tout le chamanisme et toutes les religions, en religion comparée et en astrologie. Donc, ça rentrait chez moi dans la culture des choses un peu. Ça exprime la culture de quelqu'un. Je vois que vous avez fait une sorte de photorama sur la roue céleste. C'était quoi ça? Au sein de MAU. Ah oui, mais vous l'avez ce document? Comment ça s'est... C'est quoi? C'était un montage? La roue céleste, c'est tout le travail de Arnold Kaiserling qui avait pris le travail du Swift Deer. C'est le travail des Indiens rouges, des peaux rouges, qui ont la mère terre et qui ont la White Buffalo Woman et toutes ces choses-là. Donc ça joint un tout petit peu une astrologie de la terre, parce que le printemps, on lui donne des couleurs de printemps et des animaux totems du printemps. Le bélier, c'est le bussarde, c'est quelqu'un qui voit, qui fonce. Et le tendre poisson, c'est la panthère un peu tendre. Voilà, alors ils expriment ça par d'autres animaux, tout comme les Chinois d'ailleurs. Voilà. Alors ça c'est très intéressant, parce qu'on peut voir sur cette roue-là beaucoup plus. On peut voir que les grandes entités qui sont les entités de rêve et les entités du karma, on peut voir qu'ils sont situés par rapport au Christ sur un ciel supérieur.
ça m'a de rien de comprendre ces choses-là, l'importance de la grandeur, de ces grands pouvoirs célestes auxquels l'humanité a toujours prêché, donné des rituels. Il savait qu'il y a quelque chose au-dessus de l'homme, et le Christ quand même, il est né homme, donc il fait partie des hommes, et que lui aussi, comme tous nous, on dépend de ces très très grandes entités célestes qui sont la conscience supérieure, tout comme dans le bouddhisme, vous avez le mental inférieur, supérieur. Ensuite, il y a Bouddhi, il y a bien des niveaux à atteindre que seulement certains très 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 grands maîtres ont su atteindre. C'est pour ça que j'ai voyagé en Afrique noire et en Inde, pour être à la recherche de tout ça, mais c'est une quête spirituelle personnelle. Je ne prétends pas que ça aide à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus ce que vous avez appris de vos maîtres en astrologie, notamment de toute cette école allemande, Wangmann, Hébertin, Huber, et en quoi se distingue-t-elle, à votre avis, de l'astrologie française? Est-ce que vous arrivez à les... Écoutez, il n'y a pas tellement de différences sur le fond. Il y a certaines différences sur la forme. Que l'un, il est plus logique qu'une autre femme ici à Paris qui fait ça par les couleurs, qui est natif de Poisson, son nom m'échappe, et qui a écrit dans une édition qui a été fait sur les livres astrologiques, que le poisson a dû être fait par un astrologue qui est natif du poisson, ainsi de suite et tout ça. Donc elle fait ça par les couleurs, et un autre il fait ça par la logique, et un autre il fait ça... chacun il a sa qualité personnelle, c'est-à-dire c'est les vêtements qu'on met dessus, mais le corps il est le même, mais ce corps il est très grand, et donc chacun... met un peu la loupe sur une région ou une autre, je trouve. D'autant plus à Kaiserling, il a trouvé que c'est le diable et que c'est la terre qui ont une place aussi. C'est-à-dire il faut mettre la terre aussi et Lucifer dessus. Et enfin, on va mourir, on va jamais avoir fait le tour de tout ça parce que la vie est courte, voilà. Mais par exemple, les mi-points, par exemple, c'est important pour les gens de culture astrologique allemande. Oui, si vous voulez, c'est important, mais si on se met à faire les mi-points, on n'en finit plus de tout. Et alors, il est beaucoup plus important de faire le squelette très fort de base, et si vous mettez un bracelet ou une montre ou un truc dessus, en plus... Arrive un moment, il faut laisser de côté certaines choses. Surtout pour un débutant ou pour quelqu'un auquel j'explique tout ça. Pour quelqu'un qui est chevronné, qui a fait 30 ans d'astrologie, pour lui tout ça, ça lui explique bien encore un point ou un autre, ça c'est clair. Et alors, vous avez vous-même formé des gens en astrologie? Vous avez initié? Non, j'ai formé des gens en peinture. Oui. En art-thérapie, mais je leur ai fait leur horoscope et je leur ai exprimé. Je les ai to arouse, comment on dit, je les ai tintillés pour qu'ils aillent chez Astroflash et pour qu'ils apprennent, pour qu'ils achètent un petit livre sur leur propre signe et sur celui de leur mère. Enfin, j'ai fait une sémence sans veiller à ce que chacun fait ça au degré près. Alors, est-ce que vous vous souvenez des congrès que nous avons organisés? Quelle est votre impression? Comment ça se passait? Je crois qu'il y avait des choses assez curieuses. Par exemple, les gens étaient assez âgés, les intervenants quand même. Moi, j'étais relativement jeune à l'époque, mais les conférenciers étaient souvent plus âgés. Enfin, est-ce que vous avez des flashs comme ça qui vous reviennent de cette époque? Harvey, par exemple. Vous vous souvenez de Charles Harvey? Oui. L'anglais, là, en 77, que vous avez fait venir. Oui, en 77. Vous avez toutes les mérites. Hein. Oui, non, mais j'aimerais bien, vous êtes un grand témoin, et finalement, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup... Les lignes là, des ondes de Harvey, je me rappellerai toujours. Ah, vous parlez des harmoniques de Hadé? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre comme souvenirs qui vous reviennent à l'esprit? Parce qu'actuellement, je pense qu'on est dans une période où on se souvient.
C'est-à-dire quand on a fait, comme moi, tellement de choses dans tous les pays possibles et imaginables, c'est-à-dire ça se mélange, ça ne reste plus des ingrédients comme ci, comme ça. Ce qu'il me reste surtout à l'esprit, c'est par exemple les tirages de cartes de Swiftir. Ça, c'était incroyable. Ces gens-là, ils savent des choses. Et aussi, j'ai compris qu'il faut absolument ne pas se borner d'être trop à la lettre, au degré, à la logique et tout ça. Il faut s'écouter à son intérieur, soi-même, parce que je suis sûre qu'il prenait des choses un petit peu, c'est-à-dire que le corps se mélange avec l'autre corps, le corps invisible, parce que chacun est censé avoir une aura et tout ça. Et il y a un transfert rien que par le regard, par les yeux. Et alors, les gens qui disent « Ah oui, mais ça n'a pas été scientifiquement prouvé », ça, ils me font bien rire. Absolument. Parce que moi, je suis quand même soleil 29 degrés, je suis quand même un intuitif, et je ne vous cache pas que parfois j'ai des rêves d'angoisse et tout ça, et je ne sais pas mettre dessus. J'ai rêvé le grand tsunami, par exemple. Ça arrive 8 jours avant ça. J'ai écrit tout ça, c'est des diary, pour qu'on ne dise pas après, hein, je peux présenter ça. J'ai présenté ça à mon fils. Depuis, il me regarde d'une autre manière. Je l'avais vraiment, et c'était épouvantable. Mais enfin, on ne peut pas avoir un rêve comme ça, se réveiller, appeler la radio et dire demain, ou à 8 jours, il va y avoir ça et ça. C'est-à-dire, ce sont des flashs, et il y a des êtres qui sont plus sensibles que d'autres. Il y en a surtout beaucoup plus intelligents que moi. Ils feront d'autres choses, ils sauront autre chose, et ils donneront à l'humanité d'autres atouts. On va essayer parce que je crois qu'on va essayer de changer un peu Ça veut dire quelque chose pour vous, Daniel Kubzik? Le chamanisme m'évoque bien des relations avec la drogue, le peyote, qu'avait essayé d'analyser Carlos Castaneda, un disciple de Raúl Garfinkel, qui travaillait en ethnométhodologie. Et c'était quelque chose que je n'ai pas vraiment approché, parce que j'avais plutôt opté pour la bénédiction que pour un rapprochement avec les forces du mal, ou les forces que le chaman pouvait diriger, lui seul, en tant que... Ce que vous appelez la bénédiction, c'est quoi? C'est les saints? C'est la protection des saints catholiques? C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, oui, il y a les saints, il y a aussi la croyance en un corps revenu de la mort, de Jésus, celui de Jésus, qui est en nous et qui me fait penser à quelque chose que je ne connais pas expressément, mais qui m'invite à rentrer en joie et à avoir du bonheur au fil des journées qui se déroulent, surtout maintenant. Et cette joie, ce bonheur qui est possible avec la religiosité, et qui est quelquefois opposé avec le chamanisme. Je n'ai pas eu d'autre bonheur que de voir Castaneda se déshabiller devant la nature. Vous l'avez rencontré, Castaneda? Non, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai lu pas mal de textes qui parlent de lui et dont il parle, parce que j'ai lu à une certaine époque où j'étais à l'université Paris 8 en relation avec l'ethnométhodologie qui est une branche de l'ethnologie et que nous avons rencontré à Paris 7, à l'université Paris 7. Mais c'était surtout par rapport au chaman et à la possibilité d'éviter certains contacts avec les diableries,
qui m'avait inspiré de la confiance. J'étais un peu puni de ma confiance, j'étais un peu surpris quand j'ai vu combien le corps était, avec ses rejets, des déchets humains, impressionné par l'écriture et l'alchimie. Je n'ai pas eu forcément à voir ce que c'était que la magie, mais j'ai lu certains livres où le chaman et la magie et le magicien se rencontrent avec un contexte très élaboré du tarot, de l'astrologie, de la façon dont on peut s'exprimer pour prévoir des difficultés ou des accidents ou des catastrophes, ou prévoir aussi du bonheur pour certains couples qui sont plus ou moins à la dérive quand ils n'ont qu'une civilisation matérielle et par rapport à l'immatérialité des personnes civilisées, il y a la relation avec les défunts, et j'ai aussi été amené à rencontrer, à travers mes écritures, d'autres écritures qui parlaient de la mort comme une chose à laquelle on pouvait assister sans être obligé de voir de la peine. On pouvait avoir de la joie, avoir des personnes qui meurent et qui disparaissent du milieu de nous. Et cette joie s'est amenée à se rappeler différentes... Bon. Bah, écoutez... C'est pas du chamanisme monstrueux, diabolique. C'est simplement une réaction. On m'a montré le corps viscéral, en fait des phénomènes de la nature, que la boisson m'a fait visionner en une fois, et en couleur et en musique. Donc en fait, il y a des drogués qui continuent à boire. Moi j'ai bu 2 fois, ça m'a suffi largement. Alors vous, quelle est la... Donc finalement, vous employez ce mot du chamanisme, on dit parfois que l'Astrogue est un... Est-ce que l'Astrogue est un chaman, à votre avis, Elvira? Écoutez, pour moi, le vrai chaman est celui qui connaît l'extase. Donc, ça exclut déjà pas mal de personnes, parce que celui qui est très logique et froid, il rentrera jamais en extase, parce qu'il est trop coincé, il ne se laisse pas aller. L'extase, on trouve aussi chez des saints chrétiens, ce n'est pas le propre d'une espèce, c'est l'être qui s'élève bien au-delà de cette prison charnelle. Et on parlait tout à l'heure des autres corps, on a déjà les chakras, on a toutes ces choses-là, et l'être, après qu'il est dans son sahasrara, qu'il a réuni tout son corps et tous ses autres corps, il peut atteindre d'autres niveaux par la pensée, mais par une pensée autre, par une pensée inspirée. Et si on n'a pas le cœur, et si on n'est pas, comme le Christ a dit, comme un enfant, on ne peut pas. Donc, toute la trop science, c'est très mauvais pour des expériences de ce genre-là. Donc l'astrologie, par certains côtés, elle est un peu trop cérébrale. C'est-à-dire, il faut l'être, parce qu'une fourchette, il faut bien nommer, c'est une fourchette, et un degré, c'est un degré. Mais pour la vision totale, pour la vision de l'être, parce que ça va au-delà de tout ça, il faut bien connaître toutes ces choses techniques, bien sûr, comme on a des chaussures pour marcher, pour pas se faire mal. Mais le but est quand même quelque chose, un savoir et une atteinte à un niveau supérieur des autres choses. Et encore, ça dépend
si l'être, il est un peu mûr, on appelle ça l'évolution, on appelle ça l'échelle, voyez, nous sommes tous toujours en marche et jamais on va vraiment atteindre. Mais je peux vous dire une seule chose, j'ai voyagé en Inde et j'ai vu des choses qu'ici on ne voit pas du tout. Et en rentrant, je sais qui sont beaucoup plus dans le vrai spirituel. Même les gens qui croient et qui prient, qui sont humbles et qui vident justement l'esprit des problèmes quotidiens et tout ça, ils peuvent atteindre, comme certains chrétiens aussi, un certain état de grâce. Ça j'ai vu des choses. Et un jour, je suis arrivée dans une espèce de rocaille et des hippies étaient là et je leur ai dit comment vous faites en Inde, il faut que je rentre dans 3 jours parce que je n'ai plus l'argent. Ah oui, mais nous on est nourris par Babaji. Alors on m'a amené chez ce Babaji et ce Babaji il faisait le miracle que le Christ avait fait. Il y avait un pot sous le bras et il donnait à manger et il donnait le pain, ça sortait tout le temps, ça sortait le pain et il m'a expliqué que c'est par la qualité de croire, c'est quand on croit vraiment, quand la volonté de croire à quelque chose. Et dans un autre cas, on m'a raconté que il y avait quelqu'un qui avait disparu et le maître, il avait fait le corps de la lumière et il n'a laissé que ses ongles et ses vêtements. Et ça m'a beaucoup impressionné parce que c'est quand même comme quelque chose que c'est une bombe atomique, si je peux m'exprimer ainsi, que ce maître-là, il a dit il allait mourir, il avait choisi bien avec l'astrologie son jour et son départ, et il a fait le corps de lumière. Et il n'est pas mort enterré, et il n'est pas sur la roue de revenir sur la 10 de tarot. Et toutes ces choses-là, ça m'a beaucoup apporté, et ça donne, si vous voulez, le squelette de ma vie, de façon de la supporter et de la vivre bien, et d'essayer de la vivre bien jusqu'à la fin. Et donc, Mireille Petit, là je vous présente Mireille Petit, vous êtes intéressée à l'énéagramme ? Vous connaissez le livre là que vous avez montré, le système là que vous avez là, ce livre parce que je crois que vous avez travaillé aussi dessus, Mireille, non? Le Feng Shui. Non. Ah bon, c'est un autre système que vous connaissez. L'énéagramme, c'est quoi l'énéagramme? Ah, l'énéagramme, oui, non, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Non, mais c'est aussi le nombre 9, enfin. Oui, c'est le nombre 9, oui. L'énéagramme, oui, ça c'est très 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 intéressant, mais ça c'est vraiment beaucoup plus profondément psychologique pour quelqu'un qui ne connaît pas l'astrologie. Je dirais il faut d'abord faire l'astrologie et ensuite se diriger vers l'énéagramme. C'est quoi l'énéagramme alors? Vous avez fait les deux, vous êtes astrologue et... Non, mais moi je me suis intéressée à l'énéagramme pour faire un exposé, je me souviens, mais je n'ai pas tellement approfondi la question. D'accord. C'est une typologie, n'est-ce pas? Oui. C'est une étude de caractère, c'est subtil. Oui. En fait, ce sont des très grandes lignes. Ça remonte à, je crois même... Donc il y a les 3, le triangle, et il y a les 4. Hein, voilà. Qui jouent ensemble. Oui, tout ça, voyez, c'est très très intéressant, et comme je disais avant, ça met comme une loupe l'intérêt vers un coin très 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 précis, et quand on parle d'une chose globale, et ensuite on revient dans un coin ou dans un autre pour mettre plus de lumière dessus. Non, pour moi, l'astrologie, c'est vraiment ce qu'il importe. Par exemple, de savoir si tout le monde sait qu'il y a 9 signes, qu'il y a 12 signes et qu'il y a 12 mois. Mais qu'il n'y a que 8 planètes et 2 lumières. Donc, il en manquerait 2. Donc, ah oui, les luminaires, oui. Voilà. Alors, il n'y a pas 12. On essaie de les distribuer et maintenant avec les planètes extérieures, si on fait abstraction, il n'y avait que jusque Saturne, il n'y avait que 7. Et
pour savoir si vous n'avez pas, par exemple, moi j'ai rien dans le lion et j'ai rien par là et rien par là, que si vos planètes que vous possédez dans votre radix, ils se promènent et ils vont dans un certain signe et ça vous... Donc vous n'avez pas ce signe-là, on l'a, mais justement, c'est pour moi une espèce de passage, une espèce de toit où les forces célestes peuvent se rencontrer pour donner aussi d'influence, peut-être beaucoup moins à la racine, mais dans la vie quand même, on profite des signes qu'on n'a pas dans son propre horoscope de naissance. Donc il y a des planètes qui manquent, c'est ça que vous voulez dire aussi? C'est-à-dire, on peut s'imaginer qu'il y a des choses qui manquent, mais j'ai trouvé... C'est ce que disait Jean Carteret, d'une certaine manière, puisque vous l'avez connu un petit peu. Oui, que ça ne... C'est là, ça se présente d'une autre façon. C'est une richesse qu'on peut quand même récolter, à condition de ne pas dire « Oh, j'ai rien dans le lion, oh, ça me dit rien ». Il faut être à l'écoute, il faut pas... En aucun cas, il faut être négatif, parce que jamais le négatif, ça exclut tout ce qui pourrait nous arriver. Des choses positives, si toujours on dit « Oh, j'y crois pas, oh, je sais pas, oh, j'ai pas ». Non, il faut être à l'écoute, il faut sentir aussi des choses, ce que le jour nous apporte. Par exemple, moi, je suis un sismographe. Si je deviens un peu comme ça, parfois je ne regarde pas l'horoscope parce que la vie est tellement merveilleuse et ça vous prend. Et c'est sûr qu'il y a Lune et Mars quelque part qui fait quelque chose. Et j'ai bien noté toutes mes dates où je suis vraiment prise par la peinture. Il faut absolument passer à l'acte. Et moi, c'est quand il y a quelque chose avec la lune dans le signe de feu, je dois prendre la plume, je dois prendre le pinceau, je dois passer à l'acte. Et j'ai écrit tout ça et je sais très bien les dates et je mets tout parce que j'étudie si ça marche ou si ça marche pas. Je note tout, une œuvre c'est une date, j'ai eu envie ça, et finalement je ne peux pas arrêter cette envie, et voilà l'exécution. Vous faites le thème du moment où vous faites le thème du moment où vous faites vous commencez à faire le tableau. C'est-à-dire, après 2 ans, j'ai eu cette idée et je me suis dit, tiens, je vais voir le thème, je vais voir quand est-ce que ça m'a... 2-3 fois seulement dans le signe de l'eau. C'est surtout quand il y a donc l'énergie, parce que c'est une activité. Il faut avoir les forces, prendre les pinceaux, et rester dessus sur une grande toile ou des plus grands comme ça. On reste 6 heures, même, je pourrais presque dire sans faire pipi, parce que même sans manger, rien du tout. Je maigris de 2-3 kilos avec une toile, parce qu'on est dessus, parce que je fais de l'huile, je ne fais pas de l'acrylique qui est trop pourri, là, c'est pas bon. Mais de l'huile, ça vous demande. Et comme Bonnard l'a dit, il faut attendre le moment où la couleur fait un nid, c'est-à-dire c'est chimique aussi, c'est une chose. On peut rester dessus si vous avez fait faire une fleur blanche, on ne peut pas faire tout de suite le cœur jaune, il faut attendre, et ce n'est pas le lendemain, et il faut guetter, il faut voir, ça vous parle, vous le sentez, c'est comme votre bébé qui va avoir faim et soif, et vous êtes dessus, là et là, et vous exécutez tout ça. Et tout ça est parce que j'ai comme même Mars en bélier, et je suis un signe de feu, aussi l'ascendant sagittaire de feu, donc je suis très touchée par le feu, et si je ne peux pas aller avec ça, je me sens vraiment mal, et parfois si je ne peux pas faire comme je veux, ça m'arrive de prendre le ciseau, de me couper les cheveux, c'est quand ils sont trop longs. Du coup, je dis, qu'est-ce que je vais faire? J'en peux plus. Je prends là le ciseau, je prends ça et tout ça. Et après, bien sûr, je regrette parce que qui, dans son sain esprit, va se couper des cheveux merveilleux? Tout le monde sera content de les avoir dans le vent comme ça. Eh ben non, je les ai coupés, voilà, parce que... cette énergie, elle est destructrice, elle peut l'être. Et je comprends les maladies mentaux, si un être n'arrive pas à être dans son bon chemin, eh bien ça implose au lieu d'exploser, c'est clair. Alors justement, vous avez donc observé que les astres étaient particulièrement placés quand vous avez fait des statistiques avec votre travail. C'est-à-dire, il y avait toujours quelque chose dans le feu. La Lune arrivait par exemple dans le Bélier, ou bien il y avait un grand triangle, là. Mais c'était toujours le feu, l'action, Mars et la Lune qui déclenche.
Je pense à Gauquelin qui, lui, il était contre et il a fait toutes ses études et il s'était rendu compte et oui, c'est comme ça. Et on ne peut pas dire à quelqu'un de croire à l'astrologie. Il faut faire le chemin par soi-même parce que les êtres sont intelligents, on n'a pas besoin de croire, on peut vérifier. Et si on vérifie, si on étudie, et si on a un peu d'intelligence, on voit. Voilà. Et les gens qui disent « Ah, je ne crois pas voilà. Pour moi, ce n'est pas vraiment des êtres intelligents de prétendre quelque chose qu'ils n'ont même pas vérifié eux-mêmes. Mais justement, les astrologues allemands et même certains astrologues français, ce sont quand même des réformateurs. Donc ce sont des gens qui veulent corriger l'astrologie. Est-ce que vous pensez que l'astrologie, elle est arrivée intacte ou est-ce qu'elle doit être réformée ou restaurée ou reconstituée ou restituée? Écoutez, ça je vais dire ce que Picasso a dit à la fin de sa vie. Il a regretté d'avoir éclaté la peinture. Ah oui? Oui, il a regretté. Il a dit, j'ai pas dû faire ça. Ah oui. Mais vous savez, quand on regarde les chefs-d'œuvre dans le Louvre et partout des anciens maîtres, et quand on n'est pas capable de faire pareil, eh bien, on commence à dire, ah, chacun doit faire ce qu'il a fait dans son temps. Eux, avec leur truc, ils étaient dans leur temps. Nous, il faut rester dans notre temps. Et quand on voit les choses vraiment laides, vraiment moches, certaines, en ce moment, la peinture, elle est en train de revenir vers la forme. Mais pour préciser votre question, je ne pense pas du tout qu'il faut trouver à tout prix quelque chose de nouveau. Il y a trop de gens qui, après avoir fait un cours d'astrologie, se prêchent plus que le Messie et qu'ils disent non, c'est pas bon, c'est que nous qui avons raison et tout. Il faut, je crois, être beaucoup plus humble et beaucoup plus étudier au lieu de vouloir à tout prix faire quelque chose de nouveau. Déjà, manipuler ce qu'il existe et vraiment d'en tirer pour soi-même tout, pour arriver soi-même à un certain niveau. Et si par la suite on a une idée valable, pourquoi pas, mais pas sans être passé par tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux de la notion de... Est-ce que l'astrologie, elle doit être réformée ou est-ce que au fond, tout ça est un peu vain et il faut restituer, faut rester fidèle à l'astrologie traditionnelle? Monsieur Jonathon, comment... J'ai une technique particulière puisque j'ai la clé des nombres. Donc je dépasse largement toute l'astrologie et l'astrologie n'est pour moi qu'un langage. Ah d'accord. Et Madame Petit, qu'est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Elvira Werndorf? Je pense que oui, enfin, chacun de nous peut évoluer également, je pense. Donc on peut trouver effectivement des voies nouvelles, on peut associer, disons, différents courants. Donc c'est pas exclu j'appellerais pas ça une réforme, j'appellerais ça une évolution. Moi je vais montrer justement l'astrologie égyptienne, c'est-à-dire la plus ancienne. Donc ça veut dire les premières bases les plus simples. Il faut commencer par des bases simples pour comprendre l'évolution. Bon, beaucoup de gens s'arrêtent à la mythologie grecque, mais ça remonte bien avant. Tout à fait. Mais les bases, elles existaient avant. Et pour moi, elles sont venues d'ailleurs. Oui, mais elles existaient avant, mais elles ont peut-être été perdues. C'est bien pour ça que je fais un travail particulier en égyptien. Qui sait la fameuse Atlantide. Non, moi j'étais astrologue atlante, alors je ne vais pas vous dire que l'astrologie n'existait pas. Vous avez entendu parler, Elvira, des prévisions sur la Maya, oui, 2012, tout ça? Ça m'a beaucoup ébloui de savoir que ces gens-là avaient, avec leur calendrier et avec leur savoir, qu'ils ont su comprendre le temps et comment ça marche. Ça, je suis vraiment... Nous sommes dans un jour d'ascension de la semaine 8 aujourd'hui. Donc un jour d'ascension, ça veut dire une possibilité de monter un peu plus haut, vers des choses naturelles, parce que c'est la semaine de l'herbe. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'iguane. En astrologie Maya? Oui. C'est-à-dire qu'on peut prévoir exactement les possibilités d'un jour. Or, j'ai pu constater, en voyant des tas d'enseignants, que quand ils parlent, ils expriment la valeur du jour.
Donc c'est comme ça qu'on vérifie les choses, c'est pas autrement. Absolument. Mais vous êtes intéressé. Alors donc, qu'est-ce que vous pensez de cette... On a l'impression qu'actuellement, aussi bien, moi je fréquente les gens qui font de l'astrologie ou Nostradamus, ils nous parlent de 2012, ils nous parlent de 2017. On a l'impression qu'il y a toute une polarisation d'échéances pour la prochaine décennie. Et oui, ça va avec le calendrier des anciens hindous aussi, parce que nous sommes dans l'âge de fer. C'est le moment le plus bas. Et eux disent ça fait comme la montre, c'est vers l'âge d'or, et après c'est le yin et le yang aussi. C'est forcément, il faut passer par là pour pouvoir repasser là. Donc c'est le même mouvement que le cercle. Ça continue, ou bien le cercle qui monte, la spirale. C'est ça, on ne peut pas rester... comme nous on change toujours, on ne peut pas rester éternellement 20 ans, on change. Et il faut connaître ça et il faut suivre ça. Vous pensez qu'il va y avoir un changement majeur en 2012, Madame Berndorf? Écoutez, c'est... comme je ne fais pas tellement la mathématique, j'avais la plus mauvaise note en maths. Je ne suis pas tellement portée sur les chiffres, je suis plutôt portée sur le contenu. Mais c'est clair, comme quand il va y avoir certains transits qui vont opérer quelque chose, ça c'est clair. Regardez les jeunes gens maintenant, ils sont totalement différents des autres. Pendant des années, les gens étaient, voilà, maintenant c'est l'uranien, c'est frères et sœurs, on ne voit pas si c'est une fille ou un gars, les cheveux comme ça, les trous là, les culottes là, on ne sait plus, tout a tellement changé, même leur esprit, on parle des enfants indigos. Les parents ne peuvent plus éduquer les enfants parce que les enfants ont besoin maintenant d'autre chose. Et ça, il faut bien se rendre compte, et ça crée bien des problèmes pour nos dirigeants, les gens qui nous dirigent. Je les plains parce que de faire face à tout ça, et puis on les critique au lieu d'aller tous ensemble vers quelque chose entre les partis. C'est d'un ridicule, la gauche qui veut à tout prix sauver, mais j'écoute même plus la télé. C'est vraiment trop bête, c'est vraiment trop bête. Au lieu d'aller tous vers un seul but, nourrir les pauvres, faire quelque chose pour les pays qui sont pauvres, qu'on a exploités. C'est clair que maintenant ils arrivent à Lampedusa, ils n'ont plus rien et ça fait chaud chez eux. Mais il a fallu prévoir, et qui a besoin de tous ces bagnoles, de Ferrari, machin et tout, vroom vroom et tout ça? Personne n'a besoin, on a besoin d'être heureux dans la vie, on a besoin d'avoir écologie, on a besoin de manger, de pouvoir manger, de trouver du blé bien qui n'est pas altéré et tout ça. Toutes ces choses-là, c'est bien plus important qu'une nouvelle voiture. Oh là, je me fâche. Il faut pas. J'ai dit, je ne veux plus me fâcher. Vous avez connu Alexandre Ruperti? Oui, Ruperti. Parce qu'il a un discours, là, on l'entend actuellement sur Téléprovidence. Il a un discours. C'est à la fois un astrologue, mais c'est quelqu'un qui est un grand moralisateur, en fin de compte. Et vous avez gardé quelque chose de son enseignement? Écoutez, j'ai traduit tout son enseignement et je lui avais donné la base pour faire son livre, parce que j'ai tout traduit. Donc, c'est les phases lunaires. Vous avez traduit, c'est-à-dire? C'est-à-dire, lui, il a fait en français et je le lui ai fait pour l'allemand. Et qu'est-ce que c'est devenu? Eh bien... ça a été publié en allemand? J'ai aussi traduit beaucoup de traductions pour les lamas qui sont venus, pour Pop Sanim, pour ces choses-là. Pendant un moment, c'était moi le traducteur, parce qu'avec un peu l'italien je fais, mais bien l'allemand, le français et l'anglais, j'ai traduit tout le monde. J'ai même fait des séminaires moi-même, tout ce beau monde-là, je les ai tous amenés en Autriche et en Allemagne, et j'ai tout traduit. Et j'ai trouvé quelqu'un qui organisait là-bas, parce que le promoteur, c'est autre chose que l'organisateur, et c'est autre chose que le traducteur. Et quand vous faites tous les trois, c'est ça qui m'a cassé la voix. De plus, j'ai un problème d'aphonie. Parce que vous parliez trop fort? Non, parce qu'on m'a fait parler 24 heures. Oui. 24. Oui.
Et je ne savais pas que dans des grandes traductions, tous les quarts d'heure, le traducteur, il peut aller se reposer. Voilà. Et moi, ouais, voilà, alors j'ai plus de voix, voilà. Ah oui. Donc vous avez traduit en allemand l'ouvrage de Ruperti sur les lunaisons. Vous l'aviez rencontré chez nous au MAU. Oui, tout à fait. Et vous lui avez donné le travail? Oui, je lui ai donné du travail. Bon, écoutez, je ne veux pas parler mal des gens, mais il m'avait dit que c'était mal fait. Et alors, qu'il n'était pas content, il m'a même engueulé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je parle bien mon allemand, j'ai fait mes études à l'université. Ben oui, quand même. Comme c'est ma langue natale, ça m'étonnerait que je n'ai pas fait un bon travail. Alors, mais est-ce que vous avez... je vais poser une question un peu idiote, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre sur les lunaisons? Enfin, vous avez retenu quelque chose ou vous l'avez oublié? Ce qu'il a fait? Écoutez, je connaissais ça déjà par Ungen Sternberg. Ah oui. La dame Ungen Sternberg. Oui, c'est ça. Et d'autres médecins allemands, von Feendorf. Il y a des livres très 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 anciens qui parlent déjà de du cycle lunaire, voilà, et de l'éducation de l'enfant, et que c'est en rapport avec mais là on est toujours avec les 7 planètes, on s'arrête. Et après, on a dit, après Neptune, celui qui est le Neptunien, il va mourir avec 70 ans, et celui qui est avec Uranien, il va vivre 90 ans. Ma mère qui a vécu 100 ans, d'ailleurs, quand ma mère est morte, à ce moment-là, la très grande toile s'est détachée du mur. Non. J'étais dans la cuisine, et j'ai eu un grand bond. Et j'ai regardé, j'avais pas tout de suite vu ça là-bas. Et 5 minutes plus tard, c'est mon fils qui m'a appelé. Alors ça, et ça, c'est bien connu. Après, j'ai parlé un petit peu autour de moi, et il y avait des gens qui m'ont dit, oui, la montre s'est arrêtée chez nous quand mon frère, il est mort pendant la guerre, voilà. Et après, on a su la date, et on s'est dit, tiens, tu te rappelles, c'était la montre qui s'est arrêtée. C'est comme ça. Et sur le moment, j'étais choquée. Et d'ailleurs, elle a dû se casser parce qu'elle a elle a fait tomber beaucoup de choses, les petits bibelots et tout ça. Rien n'a été cassé. Vous savez que votre degré soleil correspond au degré 360, et ça veut dire le cosmique hors de l'espace-temps. Mon degré 29, 44 En fait, secondes. ça veut dire le degré 30 en réalité, puisque tout degré en numérologie c'est le numéro 30, et le 30 en poisson veut dire cosmique hors de l'espace-temps. Voyez, alors donc que les phénomènes d'accompagnement se produisent, c'est assez logique. J'attire